Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey François, tu vas me permettre, parce qu'on est le 3 décembre, la journée que nous tournons. Oui. Et ici, à Sport Express, je parle souvent de Victoria, avec raison, parce que oui. c'est mon athlète Tout à fait. et tout ça. Mais les gens ne savent peut-être pas, mais j'ai une jeune comédienne à la maison qui a 13 ans aujourd'hui. Bonne le fête, 3 Juliane. décembre. Exact. Alors, on voit sa photo. Elle est beaucoup plus espiègle et extériorisée que sa grande sœur, disons ça de même. Alors, bonne fête, Juliane. Je t'aime beaucoup. Bonne fête. Et puis, elle ne le sait pas, mais ce soir, on va se au resto et elle aura sa fameuse chaîne Pandora avec plein d'affaires. Écoute, c'est pas... moi, dans ma tête, Pandora, là, c'était pas cher. C'était dans ta tête. Je me suis complètement gouré. Ouais. Hey, François, gros show cette semaine, football. 100% football en première partie. On reçoit notre chum Alex Surprenant, coach en chef des Redbirds de McGill. Écoute, qui sont en feu au niveau du recrutement. Et en deuxième partie, on fait le bilan de la saison des Géants avec coach JP Bégin et le receveur de passe étoile qui devrait signer bientôt, universitaire Nathan Carignac est avec nous. Bienvenue à Sport Express. François, cette semaine, 100% football. Ah oui, on est content. Et on est très content parce qu'habituellement, il commence l'année avec nous autres, mais on s'entend que là, au niveau universitaire, c'est un petit peu plus compliqué de venir nous voir. Soup, Alex Surprenant est avec nous, l'entraîneur en chef de McGill. Salut. Salut, Bonjour, Alex. messieurs. Là, je me trompe tout le temps. Là, les Redmonds, ça existe. Redbirds. C'est les Redbirds. Redbirds. maintenant. Yes. Le sport féminin, c'est les Martlets, je pense. Oui, C'est ça? oui, ça n'a pas changé. Voilà, exactement. Un vrai connaisseur du sport non, féminin, Non, mais bien sûr. j'essaie. Non, mais du Eh oui. sport féminin, du sport de McGill, parce que... Tout à fait. Moi, je trouve que c'est une des plus belles universités dans le monde, et c'est reconnu également. Tu sais, quand tu regardes les gars qui sont passés là, Darche est passé là. Oui, Les deux frères. Les deux frères sont passés là, c'est Mathieu vrai. oui. C'est vrai, football et hockey. Après ça, tu as eu notre ami qui a joué pour les Chiefs de Laurent Kansas City. Duvernay-Tardif. Exactement. Et tu sais que lui, coach à Kansas City, j'oublie son nom, Andy Reid, sa sœur a étudié à McGill. Ouais. Alors, c'est pour ça que lui, il a toujours aimé Laurent un peu, puis il savait de quelle université il venait. En plus, c'était un médecin. Non, c'est très reconnu. Des bons entraîneurs de hockey aussi. J'ai croisé Mike Babcock dans C'est notre vrai. complexe il y a quelques semaines à peine, qui donnait du temps à nos entraîneurs. Oui, il y a de beaucoup hockey. de temps, lui, à donner dernièrement, mais il reste que quand il coachait dans la Ligue nationale, tout à fait. il y avait toujours sa Ouais. cravate rouge de McGill. Guy Boucher. C'est vrai, Aussi. Guy Boucher qui a signé en KHL maintenant. Est-ce que ça te fascine? On va revenir au football dans pas long, mais est-ce que ça te fascine de voir à quel point, tu sais, quand tu es à l'Université de Montréal, à l'UQAM, tu as des étudiants étrangers, mais quand même. À McGill, ça vient de partout dans le monde. Est-ce que ça te surprend à chaque fois? On a 48 de nos étudiants seulement qui proviennent du Québec. Donc, je pense que c'est 22 du reste du Canada, puis presque le tiers de l'international. Fait quoi, une riche diversité que je vends comme étant un atout de l'université. Moi, je pense que pour un gars de région de Saint-Jean qui passe d'une région puis qui s'en vient dans le centre-ville de Montréal, je pense que tu sors de là 4-5 ans plus tard, tu es une meilleure personne, tu as vécu dans la diversité, tu comprends mieux différentes cultures, différentes langues également. Donc ça, c'est quand même assez trippant. Alex, première année en tant qu'entraîneur-chef des Red Bulls de McGill. Des Red Bulls, des... Ah, mais ça va bien. Lâche ta femme 2 secondes. Red Bull Cliff Diving. Lâche ta femme. Écoute, comment s'est passée ta première saison? Est-ce que c'était selon tes attentes, cette première saison-là? Oui, tu sais, on avait été prudent avec les objectifs quantitatifs parce que, évidemment, c'était difficile à prédire. Tu sais, les 3 saisons précédentes avaient été difficiles avec des exclusions des séries. Fait que, tu sais, on voulait simplement s'améliorer au cours de la saison. Tu sais, on a eu une première moitié de saison intéressante avec 2 victoires contre Sherbrooke puis Concordia. Après ça, on a eu juste une en deuxième moitié de saison, mais on a eu des bons matchs à Montréal, des bons matchs au PEPS à l'Université Laval. Ça a chauffé, là. On regardait des matchs à la télé. Puis, Fait que, tu sais, moi, j'ai vu une progression durant la saison. Ça nous a permis de connaître aussi nos joueurs, tu sais, parce qu'évidemment, on t'arrive dans une équipe, c'est pas nécessairement tes joueurs à toi, c'est pas toi qui les as recrutés. Donc, ça nous a permis de prendre beaucoup d'informations. Mais tu sais, en ce moment, avec la 3e place, tu sais, il y a beaucoup d'excitation en ce moment, autant à l'intérieur du building qu'à travers nos anciens, tu sais, qui sont une puissance et très nombreux. Fait que, tu sais, on sent un beau momentum en ce moment pour les Redbirds de McGill.
sais, comprenez-moi bien, je sais que l'Université Laval, c'est une bonne université, mais quand tu signes à Laval, tu signes pour le football. Puis en même temps, bon, les études sont là, c'est important, mais regarde, je vais aller à l'école là, puis c'est le Rouge et Or. c'est le Rouge et Or. À McGill, c'était le contraire, dans le sens que c'est l'école qui est très, très forte. Les gens le savent, ne sont pas niaiseux. Il y a eu quelques scandales au niveau sportif à McGill. Donc, vous aviez à refaire un peu de ramener les lettres de noblesse, exactement, de rebâtir. Parce que, dans le fond, McGill, c'est les études, puis il va falloir ramener le sport à un niveau supérieur. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. Tu es là pour défier. Dans le fond, toi, tu es là pour partir la machine. Comment ça a été cette année? Parce que les gens doivent t'en parler en entrevue. « Ouais, Alex, I want to come here, mais regarde ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu vas m'offrir, qu'est-ce que le programme va être encore là dans 3 ans? » Ça part de mon patron, Daniel Méthode, qui est là depuis 2 ans et demi maintenant. C'est un gars qui veut gagner. Moi, si j'ai accepté ce travail-là, c'est que je voulais sentir cette vision-là. Puis Daniel, c'est ce qu'il en ce moment, c'est ce qu'il amène. Fait qu'on a fait la même chose avec le coaching staff. Puis après ça, oui, c'est une bonne école. Puis des fois, c'était vu comme étant un désavantage. Parce que là, on se faisait dire c'est difficile de recruter à McGill parce que ça prend des bonnes notes. Je dis, là, c'est pas vrai que tu vas me dire qu'être la 29e meilleure université au monde, c'est un désavantage. Au contraire, ça nous à le vendre comme étant un avantage. Puis en ce moment, comme on le montre très bien dans le recrutement, des bons joueurs qui ont des bonnes notes puis qui veulent avoir une bonne école, ça existe. T'sais, avant, je pense que les gens n'étaient pas certains de ce que le côté football avait à offrir à McGill, alors que tout le monde connaît l'excellence académique. Ma job, c'est de m'assurer que le côté football vise également l'excellence. Puis je pense qu'on a fait un bon pas dans cette direction-là. On t'a connu ici, entraîneur-chef des Géants pendant plusieurs années, gagné le bol d'or, tu avais remporté la Coupe Vanier en tant que joueur du Rouge et Or, coordonnateur à l'attaque pour Concordia pendant quelques années. Écoute, tu as fait ton chemin. De faire le step comme entraîneur-chef, comment s'est passée cette transition-là pour toi? Je te dirais que, puisque je l'avais fait ici à Saint-Jean pendant 6 ans de temps, ça a bien été. Je l'ai fait à Team Québec aussi dans les dernières années. Fait que, pour moi, c'était pas... L'important, c'était surtout de bien m'entourer, puis c'est ce que j'ai fait. Colin Tennant, qui est coordonnateur offensif, m'aide beaucoup dans toute la préparation offensive, parce qu'évidemment, moi, j'avais les 2 rôles ici à Saint-Jean. Là, j'ai un petit peu moins de temps pour ça. Fait que, c'est important d'avoir un bon wingman qui est là pour m'aider pour ça. Puis en défensive, Maxime Chaput-Dupuis, qui était à Lennoxville dans les 5 dernières années, a fait un job incroyable avec son groupe cette année. Puis on a un gars super compétent aussi en Yannick Morin-Plante, ses unités spéciales, qui a instauré des bonnes bases cette année puis qui s'occupe de la préparation physique. Fait que, la clé, c'est d'être capable de déléguer puis de bien s'entourer. Justement, tu parles de déléguer. Est-ce que c'est difficile? Tu as été coordonnateur à l'attaque pendant plusieurs années. Oui, tu as été en chef avant, mais ton veston, il était coordonnateur à l'attaque. Est-ce que c'est difficile de... Je comprends la décision te revient, là, mais de donner ta confiance à ton nouveau coordonnateur à l'attaque puis de dire, écoute, oui, la décision va revenir, mais je te donne les clés, là, amuse-toi. Est-ce que c'est difficile? J'ai engagé le gars avec qui j'avais travaillé le plus au niveau universitaire pendant 3 ans et demi de temps à Concordia, qui comprenait totalement exactement le système que je roulais à Concordia. Donc, on ne s'est pas cassé la tête. Là, ça a été le même système offensif qu'on a amené à McGill. Je demeure le play caller, donc c'est moi qui fais la sélection de jeu durant les matchs à la Andy Reid, à la Carl Shanahan. On voit ça de plus en plus, autant dans la NFL que la NCAA. Jason Moss avec les Alouettes aussi, entre autres. Donc, l'important, c'est d'avoir, comme je dis, quelqu'un avec qui tu as une bonne relation, qui sait vers où on s'en va. Puis, j'avais pas besoin de coacher mon coach. Il savait exactement ce qu'on devait faire dans la préparation, mais ça me libère du temps durant la semaine pour m'occuper de mes tâches plus administratives, ou de m'occuper de mes anciens, ces choses-là. Qu'est-ce que tu lui demandes, lui, pendant un match? Parce que c'est toi qui vas caler les jeux. Mais lui, pendant la semaine, dans le fond, c'est lui qui s'occupe, par exemple, de l'attaque et tout ça. Quand tu arrives dans les matchs, c'est toi qui vas appeler les jeux, mais lui, son rôle, c'est quoi pendant ce temps-là? Oui, bonne question. Tu vois, dans le fond, on a accès à la reprise instantanée au niveau universitaire depuis quelques années maintenant. Donc, quand les séquences offensives, Colin va prendre le groupe offensif, puis il va aller s'installer. On a des télévisions branchées sur nos iPads où nos joueurs sont capables de revoir la dernière série de jeux immédiatement après être revenus au banc. Donc, Colin est toujours en charge de ça. Évidemment, il y a toujours une communication aussi qui se fait. C'est moi qui choisis les jeux, mais j'aime ça, sonder mes assistants, savoir les idées qu'ils ont en tête également. Fait que, il va participer à ça également. Puis des fois, ça peut être certains personnels défensifs qu'on veut identifier, certaines tendances de couverture. Les tendances, ça, c'est important. Donc, un peu... Parce que moi, j'ai moins accès au iPad peut-être que j'avais dans les années précédentes où c'était moi qui allais m'asseoir sur le banc avec Olivier Roy à Concordia. Fait que j'ai besoin de cette information-là qui m'est donnée après la fin de chacune des séquences. On parle d'attaque. Oui, vous avez fini, vous avez une bonne saison, mais c'est toujours, tu l'as dit, Laval, Montréal qui revient. Mais s'il y a un joueur qui est revenu cette année dans les médias et partout qu'on a parlé, c'est ton corps arrière. Ça a été incroyable.
Parle-nous de ton carrière. Écoute, Eloa, c'est un athlète hors du commun. On voit rarement ça, ce genre d'athlète-là. Je le comparerais à un Josh Allen. Je dirais un jeune Josh Allen. Je pense que là, Josh Allen, en ce moment, il était vraiment au plus haut de sa game. Puis Eloa, autant c'est un athlète incroyable, c'est un nouveau système offensif pour lui. Fait que, il a fait des bonnes choses, même je le sais que le plafond est encore plus haut que ça. Je sais qu'on peut aller encore plus loin avec lui. Il a un bras canon, il a des bonnes jambes, comme on dit. Je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau de sa compréhension de la game, surtout la vitesse à laquelle il prend ses décisions. T'sais. Fait que sky is the limit pour Eloa. Puis c'est un athlète incroyable, c'est le fun de travailler avec ça. On a vu ce qu'il a fait sur le terrain. Parle-nous de l'être humain. Oui, bien écoute, c'est un étudiant en éducation physique, donc c'est à même le département où les bureaux sportifs sont. Donc je le vois tous les jours. Je l'appelle mon bohème. C'est un gars super relax, un gars qui a vécu à Montréal toute sa vie. Il n'y en a pas de problème. Non, il n'y en a pas de problème. C'est un passionné, c'est un compétiteur aussi, même en pratique. C'est un gars qui va se fâcher après lui-même s'il manque une passe, ces choses-là. C'est un gars qui veut gagner, absolument. Maintenant que l'attaque va bien, que vous avez atteint des standards qui n'étaient pas là dans les dernières années, tu sais, dans les débuts de match, on te suit quand même, puis dans les débuts de match, vous êtes là. Mais on dirait que ça déboule en deuxième demi. Qu'est-ce qui te manque, toi, pour justement, tu vas me dire, Alex, c'est du 2-3 ans avant d'arriver au niveau où on veut être, mais qu'est-ce qui te manque? C'est ton recrutement que tu aimerais, là, que tu plus par la défensive, les unités spéciales? La réalité, moi, j'aime bien comparer ma première année à Concordia avec ma première année à McGill. Puis avant la saison, je savais déjà qu'au niveau du talent brut de certains joueurs, de nos joueurs clés, on avait un talent qui était supérieur à ce qu'on avait à Concordia à l'époque. Par contre, dans les deux cas, ce qui était identique, c'était une absence complète de profondeur. Ouais. Ce qui va avoir un impact immédiat sur le résultat des unités spéciales, entre autres, qui ont donné des gros jeux cette année, des touchés. Puis c'est pas à cause des X puis des O, c'est à cause simplement du personnel. Fait que c'était essentiel qu'on soit capable de corriger ce problème de profondeur-là très, très, très rapidement. Ce qu'on est en train de faire en ce moment. Puis quand tu disais 2-3 ans, mais là, j'ai envie de te dire que ça peut être plus rapide parce qu'évidemment, tout dépend toujours du recrutement. C'est Jimmy's and Joe's. On va en parler en deuxième partie parce qu'écoute, c'est... Exact. Puis là, le recrutement, en ce moment, il va bien. Fait que, on a espoir qu'on va être capable de corriger ça puis de mettre un meilleur personnel sur le terrain, des gars capables plus de compétitionner, notamment sur les unités spéciales. Parle-moi un peu de profondeur. Coach Bégin, on en a parlé en début de saison parce que la blessure de Tua venait d'arriver. Puis, bon, tout le monde le sait ici. Vous autres, vous êtes des Pats, mais bon, c'est correct. Mais moi, je suis un Dolphins, puis je savais dès que sa blessure est arrivée que la saison était terminée parce que là, Skylar Thompson, ils l'ont laissé tomber, mais QB2, ça ne marchait pas. Mais dans la NFL, puis même dans plusieurs sports, on dirait que quand les backups arrivent, tu sais, comme un gardien, tu vas te dire, il va être capable d'y aller 2-3 bons matchs. On dirait que les deuxièmes gardiens dans la NHL, même s'ils sont loin d'être les premiers, font mieux des fois que je trouve les carrés. Pourquoi? On dirait, tabarouette, on dirait qu'ils ont... Mais voyons, il sort de où, lui? Il a joué collégial. Comment il peut avoir joué collégial puis arriver dans la NFL, pas être capable de lancer un ballon, ou même universitaire? C'est là que c'est important, la profondeur. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont moins de répétitions dans les pratiques? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça va bien se passer. Des fois, ça va moins. Tom Brady, ça a été un bon exemple. Ouais. Hein? Ça s'est assez bien passé quand il a décidé, quand il est embarqué sur le terrain suite à la légendaire blessure de Bledsoe. Mais c'est ça, des fois, c'est des gars qui sont prêts à jouer, d'autres qui vont être plus nerveux, d'autres qui vont avoir besoin d'un peu plus de temps de transition. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de recette exacte pour ça. Mais dans tous les cas, tu as besoin de profondeur à toutes les positions. Puis c'est ce que les meilleures équipes au niveau canadien ont en ce moment. Puis ça peut faire la différence. Parce que malgré une blessure, the next man up, il est quand même un très bon joueur de football qui est capable d'embarquer puis de compétitionner immédiatement. Alex, parle-nous de la popularité du football à McGill. Les spectateurs, les fans, on le sait, le Rouge et Or n'a pas de problème à remplir le stade. On l'a vu pendant les Coupes. McGill, vous jouez dans le plus grand stade au Québec, un des plus grands stades au Canada. Êtes-vous capable d'avoir un fanbase, de vous monter une ambiance intéressante pendant les matchs? On est en train de refaire complètement la stratégie dans ce département-là. Puis ça encore, ça part de mon boss, Daniel Méthode. Donc, toute notre façon de voir la gestion de match, l'événementiel, c'est en train de changer complètement. On a 42 000 étudiants. Fait qu'il y a plein de stratégies qu'on peut faire avec. On l'a fait un peu à petite échelle cette année avec des équipes sportives, des équipes de football qu'on a invitées gratuitement à assister à des matchs. Au total, on a eu une moyenne de 2500 spectateurs. On a eu 3600 au dernier match de la saison contre Concordia. Mais comme tu dis, c'est un gros stade. Puis ça, tant qu'à moi, encore une fois, c'est un avantage. On se plaindra pas. Il y a des équipes
au Canada qui n'en ont pas de stade, puis c'est plus difficile. C'est le stade des Alouettes. T'sais. Alors que nous, on a... en fait, c'est notre stade Ouais, qu'on loue ben, aux Alouettes. Puis c'est à nous de reprendre un peu le contrôle de ce stade-là, puis de le marchandiser de la bonne façon. Puis ça part de nos étudiants. Ça part, on peut travailler avec Football Québec autant pour les petits niveaux du football, mais aussi pour le flag football qui est en pleine explosion. Il y a plein de stratégies. On a vu, William Julien, vous en avez parlé, tu avais invité son équipe au match gratuitement. Voilà. Fait que ça, on peut avoir l'exemple de William Julien, fais-la fois 100, puis tu vas en mettre du monde dans les estrades. Mais ça prend du jus de bras, ça prend du temps, des stratégies, puis ça, on s'en va vers là. Parce qu'en même temps, on s'entend, les Alouettes de Montréal, au niveau anglophone, très populaire. Et là, avec les Alouettes qui reviennent à l'avant-plan, qui vont bien. Tu sais, ça fait longtemps qu'une défaite des Alouettes n'a pas fait mal. Et celle en finale d'association, même moi, c'est venu me chercher. Là. Fait que je pense que le football est en train de revenir. Donc, aussi bien vont aller les Alouettes, aussi bien vous allez aller aussi parce que vous avez un gros réseau anglophone. Fait que je pense qu'à un moment donné, les gens vont y aller, vont aller voir des matchs. Puis, tu sais, s'il peut y avoir une petite rivalité avec Montréal, Concordia, ça va juste être bon. C'est ça. Il faut que tu sois compétitif. Puis après ça, il faut que tu crées un événement. Je veux dire, puis le Rougeard a une machine bien huilée dans ce département-là depuis 25 ans. Ça part du tailgate, c'est les étudiants qui sont présents. Puis comme j'ai dit, 42 000 étudiants, dont plus de la moitié ne viennent pas du Québec. Fait qu'eux autres, là, la fin de semaine, 4 fois... Au minimum 4 fois par automne, 5 si on reçoit un match de série, ben tu as l'opportunité de créer un événement à l'université. Fait que c'est à nous, avec les différentes associations d'étudiants, d'être proactifs et de créer des événements. Puis en plus de ça, quand tu as des Américains, il y en a plusieurs à McGill également, qui vont voir un match à 3 essais, ils aiment ça. C'est un sport qui est complètement différent. Tu sais, Chad Johnson, il a joué Chad Ochocinco, il a joué pour les Alouettes, mais encore aujourd'hui, sur ESPN, quand il y a des matchs des Alouettes ou de la Ligue canadienne, il écoute ça parce qu'il dit, tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Les 3 dernières minutes, tu peux mener par 10 puis perdre le match. C'est un sport qui est excitant. Mark Trestman disait 57 plus 3. C'était sa façon d'identifier le football canadien. Et entre vous et moi, de plus en plus de coachs. Mike McDaniels, en premier aux Dolphins, regarde les matchs de la Ligue canadienne de football avec les mouvements et tout ça. Et ils apportent des systèmes de jeu dans la NFL maintenant. Donc, on voit que le calibre est là. On s'arrête et au retour, tu veux parler de recrutement, toi, parce que, moi, dire de quoi, c'est tout qu'une job. C'est quelque chose. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, on poursuit avec Alex Surprenant. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et c'est bon qu'on parle de recrutement, François, parce qu'en deuxième partie, on reçoit un coach JP Bégin. Tout est dans tout. Et Nathan Carignan également, un excellent joueur des Géants. C'est un receveur. Et Nathan, lui... On se demande où il va aller l'an prochain. C'est ça. Nathan, lui, est disponible maintenant pour les universités. Des gars comme lui, des gars qui ont joué à Saint-Jean, sans rentrer dans les détails, c'est hyper important pour toi, là, un gars qui a coaché aux Géants. Oui, puis tu sais, on avait... McGill avait historiquement, récemment, pas beaucoup de joueurs de Saint-Jean. On a eu Félix Joly qui a fait une super belle première saison comme recrue avec nous cette année. C'est taillé un poste de partant dès le premier match. Donc, super content de lui. Tu sais, on a un joueur de ligne offensive hier, Alexis Boivin, qui s'est engagé également avec nous. Donc, un deuxième. Puis évidemment, on espère en avoir quelques-uns de plus cette année dans la QV. Écoute, je regardais sur Facebook, sur Twitter, on ne parle que de vous autres présentement. Fait que ça, je disais à Alex, on dirait que tout le monde signe à McGill. Qu'est-ce qui se passe? C'est le coach? Non, c'est plein de choses en ce moment. Tu as quand même énormément de contacts, on va se le dire. Là, tes bonnes années à Saint-Jean qui ont été gâchées par coach non, il est là. C'est vrai, il est là, il faut faire attention. Non, tes bonnes années à Saint-Jean, Team Québec, Concordia, maintenant à McGill, tu connais du monde. Là. Je veux dire, OK, tu veux pas te mettre le centre d'attention sur toi, mais ton réseau est quand même grand, puis ça commence à porter fruit. Oui, les coachs collégiales, je les connais tous depuis longtemps. Maintenant, c'est vrai. Team Québec, je pense que ça me permet de créer des connexions avec ces jeunes-là à un plus jeune âge, quand on est à 2-3 ans, de les recruter. Mais après ça, je pense que c'est une question de momentum. Puis des fois, ça peut influencer rapidement les jeunes étudiants athlètes. Puis en ce moment, tout le monde a vu les progrès qu'on a eus au cours de la saison. Tout le monde voit le changement. Tout le monde voit le momentum en ce qui concerne les anciens qui continuent à contribuer financièrement envers l'équipe. Le campus est incroyable. Je pense que quand tu le visites, puis bien honnêtement, à 39 ans, avant d'être engagé, j'avais jamais vu le campus de l'Université McGill. Fait que quand tu mets les pieds là, c'est spécial. Tu es dans le centre-ville, tu es en flanc de montagne. Le stade, on en a parlé. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que là, quand les étudiants athlètes sentent que le côté football est en pleine amélioration,
situation, ça devient beaucoup plus intéressant. Puis après ça, c'est une question de momentum. Les gars veulent gagner, puis on le comprend. Fait qu'en ce moment, dans la première partie, vous me posez une question sur 2 ans, 3 ans, bien, tout dépend du recrutement. Puis en ce moment, bien, ce plan-là, on est en train de l'accélérer rapidement. Puis pas plus tard que hier soir, j'ai une maman qui me pose une question sur combien de temps ça va prendre. Puis j'ai dit, là, c'est-tu quoi en ce moment? Ça va aller beaucoup plus vite que prévu parce qu'on a déjà plus d'une trentaine de recrues d'engagés, la majorité de joueurs de Division 1. Ouais. Un gars comme Ambroise Duplessis, comme defensive end, est peut-être le joueur défensif qui était le plus intéressant cette année sur le board, s'en vient à McGill. Donc, tu sais, on a des joueurs d'impact qui vont être capables de nous aider, non seulement pour être des joueurs partants, mais également pour répondre aux besoins de profondeur et d'unité spéciale qu'on parlait plus tôt. T'sais. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'en ce moment, ça va très bien. Je veux pas qu'on prenne l'exemple de Nathan Carignan en tant que tel, mais pour un joueur offensif comme lui, d'avoir un corps arrière comme vous avez, qui a fait parler de lui partout à travers le Canada, le meilleur au Canada, ça peut aider. C'est sûr. C'est sûr que les receveurs vont toujours chercher un bon corps arrière parce qu'ils veulent que le ballon soit lancé en leur direction le plus souvent possible. Ça, c'est une partie de la réponse. Pour moi aussi, c'est le système offensif. Puis je pense que ça nous a aidé dans les années à avoir du succès dans le recrutement aussi. Puis à Saint-Jean, on mettait des points sur le tableau. À Concordia, on a mis des points sur le tableau. Puis là, à McGill, on a eu une bonne saison offensive. Et là, on a fini avec, je pense, plus de 3000 verges. Je suis pas un gros gars de fantasy, mais j'ai vu que c'est lui qui avait eu la plus haute moyenne au Canada cette année. Donc, je pense que ça part aussi de la volonté, de la philosophie de l'équipe. Puis ça, c'est également très attirant, surtout pour les receveurs. Ouais. Puis il faut que ça continue d'être attirant. T'sais, juste aux États-Unis, les grandes universités, tu regardes Stanford, tu regardes Yale, tu regardes Harvard, qui sont dans les plus grandes, top 10 dans le monde au niveau académique, universitaire. Les gros joueurs de foot veulent y aller. Ouais. Alors, tu sais, si des gars comme Nathan Carignan qui ont des bonnes notes, parce qu'on s'entend pour rentrer en McGill, là, tu peux pas avoir 55 dans tes notes. Là. Fait que si des bons gars comme lui, des bons athlètes, des bons étudiants, c'est ça que tu as besoin dans ton université, dans le fond. Absolument. Parce que tu veux avoir la relève de demain au niveau football, mais au niveau médecin, au niveau avocat, c'est ça qui va faire qu'année après année, les meilleurs vont vouloir venir chez vous. Puis à ma grande surprise, comme je disais plus tôt, il y en a plus que je pensais. Des gars qui ont des bonnes notes, c'est qui sont capables de rentrer ce qu'on appelle front door, là, donc qui n'ont pas besoin d'aide pour entrer à l'université dans différents programmes. On en a beaucoup plus qu'on pensait, puis c'est des bons joueurs de football. Fait que ça va faire en sorte que notre cuvée québécoise de tout l'ensemble des recrues qu'on va emmener cette année va probablement être à un pourcentage un peu plus élevé que je l'aurais anticipé il y a quelques mois. On comprend que les camps d'entraînement ne sont pas faits, mais pour aller chercher un joueur, est-ce qu'on peut, je ne veux pas dire promettre, mais tu sais, si tu t'en vas à Laval ou Montréal, peut-être que tu vas être deuxième, peut-être que tu vas être troisième. Moi, je peux te garantir que tu vas être premier. Ça se fait-tu, ça? Bien, tu sais, sans nécessairement faire des promesses parce que tu veux que le gars gagne son poste. C'est certain que, tu sais, si j'étais un agent de joueur, je lui recommanderais fortement de regarder tout le temps l'alignement puis contre qui ils vont avoir à se battre. Si on reprend l'exemple de Nathan, il y a certains joueurs, Ambroise, c'est un gars comme ça aussi, qui, malgré l'alignement, c'est des gars qui vont être capables de se tailler une place de partant probablement partout dès leur première saison. Fait que dans certains cas, ça peut nous aider. Dans d'autres cas, c'est pas ça qu'il faut que tu vendes, c'est d'autres choses. Okay. C'est bien correct comme ça parce que c'est des joueurs d'impact qui peuvent t'aider immédiatement. C'est quoi la suite des choses? En ce moment, ça s'en vient au cours des prochaines... Je sais que les règles sont assez compliquées, là, mais est-ce qu'à partir de quand tu peux signer exactement? En fait, c'est déjà commencé depuis très longtemps. On a annoncé nos premiers joueurs engagés durant la saison. C'est beaucoup moins contraignant que ce que JP a à vivre dans le football collégial, je vous dirais. Là, on va en parler en deuxième partie. On a un blackout de recrutement, une pause de recrutement du 22 décembre au 3 janvier inclusivement. Donc ça c'est vraiment une période qui est morte. Mais je dirais qu'en ce moment, il doit y avoir au moins 90% de nos visites qui sont faites. Des gars comme Nathan ou Ambroise, on parle à ces gars-là depuis le mois de mars. Je veux dire. Donc ça fait déjà très longtemps. On a au moins 6 mois d'avance dans le processus par rapport à un gars qui est actuellement dans sa dernière année de cégep. On en parlait tantôt hors d'onde. Vous êtes allé faire une razzia dans les cantons de l'Est? Oui, bien, tu sais, évidemment, Maxime a passé les 5 dernières années de sa carrière de coach-là. Il y avait le titre de commentateur défensif, mais tu sais, c'est un gars qui prenait beaucoup de place pour aider à Lennox, pour aider à Jean-François Jonca. Donc, tu sais, il y avait une bonne connexion avec ces joueurs-là. Tu sais, puis là, en plus, ben, ça s'est bien fini avec un bol d'or en Division 1 pour eux. Donc, tu sais, d'annoncer... Combien vous en avez signé, Alex? 7 hier. Ambroise étant le 8e qu'on avait annoncé plus tôt. Tu sais, puis ça a été un bon exemple. Les gars, ils veulent gagner. Il y a plein de gars qui nous disent ça. Puis, dans le cas ils viennent de gagner en plus. C'est ça. Puis dans le cas d'Ambroise, c'est drôle parce qu'on a joué un bon match à Laval qui était diffusé à la télévision, où on a été très compétitif. Ça s'est joué dans la fin du 4e quart. Le lendemain,
Ambroise appelait Maxime pour s'engager avec nous. Donc, parce que ce qui est important pour ces joueurs d'Impact-là, c'est de sentir qu'ils vont avoir une chance de gagner. Puis, ce que personne dit officiellement, là, c'est que tout le monde est tanné de voir Montréal et Laval en finale. Ça fait 11 ans que c'est pareil. Il n'y a aucune ligue professionnelle qui souhaiterait avoir un manque de parité comme ça. Évidemment, dans le sport étudiant, c'est plus difficile à gérer. Fait que, il y a beaucoup de monde qui cheerait pour nous autres en cours de saison puis en début de série éliminatoire. Parle-moi un peu de McGill, du réseau anglophone. Tu sais, l'année passée, je ne veux pas me tromper d'université entre l'UQAM ou l'Université de Montréal, mais Pelado a fait un chèque de 10 millions à l'université à laquelle il avait été. Puis là, les gens disaient « Ah, ouais. » Dans le réseau anglophone, exact, on le sait bien. Dans le réseau anglophone, c'est fou à quel point il y a des donateurs, des fois même privés, qui sont là, anonymes. Ouais. À quel point ces gens-là, qui ont vécu les grandes années de McGill, les années de noblesse et tout ça, t'as dit, on est content que finalement, ça revienne vers le haut parce que pour ces gars-là, qui sont aujourd'hui des multimillionnaires, des chefs d'entreprise qui ont passé par McGill, qui ont joué à McGill, des gagnants, eux autres, de voir que ça repart, doivent être heureux de ça. Le potentiel qu'on a dans ce département-là est gigantesque. Ça en est épeurant. Ça fait 8-9 mois que je suis là. À tous les jours, les semaines, je découvre un nouvel ancien qui est peut-être joué dans les années 70, qui habite à New York aujourd'hui. Puis là, il faut que j'appelle Robert pour lui dire merci pour le chèque de quelques milliers de dollars qu'il nous a envoyé la semaine passée. Tu sais, ça a un potentiel qui est quasiment épeurant. Tu sais, puis là, on a fait super bien notre levée de fonds en mars, là, une levée de fonds annuelle qui s'appelle McGill 24. On a levé 120 000 en 24 heures. Tu sais, donc, c'est un peu... Puis ça, comme francophone qui parlait pas trop anglais dans sa jeunesse. T'sais, McGill, j'avais aucune idée c'est quoi. Fait que, je découvre encore ça sur une base hebdomadaire, comme je vous dis. Donc, c'est ça. Non seulement on parlait des assistances, que pour moi, il y a un beau potentiel de croissance de revenus là, mais le côté alumni, le côté ancien, a un potentiel gigantesque. Puis comme vous dites, là, en ce moment, on sent une excitation. Je dirais que les anciens boudaient un petit peu le programme dans les dernières années parce qu'ils voulaient du changement. Ils ont eu le changement qu'ils voulaient. Puis là, en plus, on a des résultats intéressants. Là, la roue apprend de la vitesse, puis c'est vraiment super intéressant pour nous autres. Il reste un peu moins de 2 minutes. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochains jours, prochaines semaines? On en parlait. Tu n'as pas passé beaucoup de temps à la maison ces derniers temps. Salutations à ta conjointe et tes enfants. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben écoute, là, en ce moment, comme je disais, la plupart des visites sont terminées. Fait que on est plus en mode suivi. Donc, les derniers gars qui n'ont pas nécessairement encore fait leur décision. Le coach en chef a des prévisions budgétaires à faire pour 25-26, ces affaires-là. Je suis un jeune assistant de hockey aussi pour mon petit homme qui est dans le novice. Fait que c'est ça. Là, on ralentit un petit peu, on reprend, je dirais, un rythme de vie un peu plus normal. Puis on laisse nos gars travailler. Évidemment, les assistants, les coordonnateurs vont être dans la recherche et le développement, l'évaluation de la saison qu'on a eu, ces choses-là. Tu as un enfant qui joue novice. Donc, ça, c'est le Novice Hockey League, tu sais. NHL, c'est fou à quel point. Moi, un peu tantôt, tu disais, on nommera pas la maman, mais tu sais, il y a une maman qui t'appelle tout de suite puis qui dit quand est-ce que vous allez gagner, tout ça. Qu'est-ce que tu as à dire aux parents? Tu es dans les arénas en même temps, puis tu coaches universitaire, tu en as vu d'autres. Faut juste se calmer un peu, hein? C'est fou comment t'as senti. Honnêtement, le hockey, des fois, c'est un peu épeurant, ça, honnêtement, parce que je vois des parents qui font à 6, 7, 8 ans faire du hockey 12 mois par année à leurs enfants, alors que ça fait 25, 30 ans que les études montrent que le développement à long terme de l'athlète passe par une stratégie multisport. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre ça. Moi, mon petit gars, je veux juste qu'il ait du plaisir sur la patinoire. Il a joué au baseball durant l'été. Donc, on a ce genre de stratégie-là. Puis ça se fait dans le plaisir. Moi, je suis plus dans le féminin. Puis c'est un sport. Les filles, c'est late bloomer encore plus, dans le sens qu'une fille de 15 ans est loin de s'être développée. Mais les gars, c'est la même affaire. Souvent, on a tendance à penser parce que tu n'as pas fait Team Québec, tu es terminé, tu ne joueras jamais dans la CFL. C'est pas vrai. Tu dois avoir des gars, toi, universitaires, que tu joues contre, tu fais comme tabarouette, lui, collégial, je l'avais jamais vu, puis il jouait même pas, puis il était même pas starter. C'est loin d'être fini quand tu as 17-18 ans, des gars comme Nathan. On a des anciens célèbres comme Luc Brodeur-Jourdain qui ont commencé au cégep, Simon Charbonneau-Campo qui ont commencé au cégep. C'est des gars qui avaient... Ici à Saint-Jean, les deux. Ici à Saint-Jean, les deux, puis qui ont eu des belles carrières dans la Ligue canadienne. Donc, effectivement, surtout pour le football, t'es pas pressé de commencer trop rapidement. Oui, c'est vrai. Alex, le meilleur des chances. Bon travail, Alex. Merci, messieurs. Là, je te souhaite des gars de Saint-Jean. On jase, là. De toute façon, on va peut-être en parler un peu en deuxième partie. Pourquoi pas? Et puis, bon hiver. Puis au plaisir de se recroiser quelque part au stade. Puis bravo d'inviter des gars comme l'équipe à William Julien, puis des footballeurs comme ça, de venir découvrir le football universitaire. Parce que souvent, les gens découvrent le football universitaire pendant la Coupe Vanier, mais il y a eu quelques matchs avant ça, une dizaine de matchs au niveau universitaire québécois, puis ça a été de l'excellent football. Ça fait partie de notre rôle. On s'arrête le temps d'une courte pause et on poursuit. Oui, écoute, avec JP Bégin. La deuxième légende de Saint-Jean, JP Bégin qui est là. Et peut-être la plus grande légende qui va sortir de Saint-Jean. Qui sait? Nathan Carignan, bougez pas.
On poursuit notre spécial football. T'es dans ton élément, toi, mon Alex. Là, moi, j'aime ça. Écoute, j'étais très mauvais au football, mais j'adore le football, par contre. On a fait du name drop dans la première partie. On a parlé beaucoup de Nathan Carignan. Exact, il est avec nous. Salut, Nathan. Salut, les gars. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et coach Bégin également. Tu sais que c'était des blagues tantôt quand je disais que ça se Ben non, c'est correct. Le programme est en... On se connaît assez. Exact. Le programme est entre d'excellentes mains. C'est la première fois que tu viens nous voir, Nathan. Ouais. Parle-nous un peu. Tu as la shape, t'es grand. J'imagine qu'en football, c'est encore plus gros. Mais le football, pour toi, c'est une passion depuis que tu es tout jeune. Comment ça s'est développé, cet amour-là pour le sport? Ben, en gros, j'ai commencé à jouer à 5-6 ans à la Prairie civile. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de programme encore à Saint-Jean-sur-Richelieu niveau civil. Ça a commencé juste au secondaire à Joséphine Dandurand. Oui. Puis fait que j'ai commencé à la Prairie au Diablo civil. Puis je fais tout mon parcours jusqu'à midget, jusqu'au cégep, dans le fond. Il y a des coachs de Saint-Jean qui voulaient que je revienne. Mais j'ai décidé d'aller continuer là parce que j'avais une belle chimie avec les carrières qui était mon QB à Saint-Jean aussi. Puis ensuite, je suis venu à Saint-Jean, puis le niveau universitaire après. Mais, Est-ce que c'est JP qui t'a recruté? C'est toi qui l'as recruté? Ouais, à l'époque, il y avait Rémi Giguère qui était coordonnateur offensif ici. Mais non, c'est ça, on était dans le processus. Une petite soirée de novembre dans le stade, jeune Nathan. Les choses vont vite, là. On dirait que c'est pas si longtemps qu'on était dans le processus. Parle-nous-en, reviens en arrière. Comment tu as réussi à le convaincre? Premièrement, t'as-tu à le convaincre ou son idée t'a fait? Bien, honnêtement, je pense que ça a été quand même un processus qui a été respectable. Tu sais, je pense que même si Nathan, c'est un gars de Saint-Jean, puis il avait quand même l'intention de rester proche de la maison. Je pense que Nathan a des bonnes valeurs familiales avec son petit frère aussi, qui est un bon athlète. Puis, tu sais, sans dire qu'il nous a fait attendre, là, mais je pense c'est un receveur qui avait beaucoup d'attention quand même en sortant du secondaire, en fait, de la Ligue civile midget. Puis c'est certain que pour nous, c'était de recruter avec Olivier Théo à ce moment-là. On sentait vraiment une belle chimie entre les deux. Clairement, ça marchait sur le terrain. Puis ça a marché ultimement à Saint-Jean. Puis, mais non, c'est souvent, dans le fond, comment on procède, nous, c'est souvent des rencontres qui sont beaucoup plus individuelles. On fonctionne beaucoup plus avec une approche qui va être personnelle. C'est comme ça que je décide de recruter depuis que je suis en poste, là, depuis 2019. Puis, ultimement, des fois, on dit que on recrute des bonnes personnes de cette façon-là. Fait que on n'a pas eu trop de la misère avec Nathan comme individu, pas encore moins comme athlète. Fait que non, ça a été 3 belles années. Puis, non, clairement, ça passe vite. Ouais. Parle-nous un peu du recrutement, justement, parce que les règles ne sont pas les mêmes. On en parlait avec Soupe. Là. Lui, c'est beaucoup plus large que vous autres. Vous autres, la RSEQ met des bâtons dans les roues, moi, je vais le dire. Là, met des bâtons dans les roues, des fois, et c'est pas tout le temps évident. Est-ce qu'il y a une stratégie? Tu sais, on parlait tantôt, Nathan disait à quel point, au niveau secondaire, il avait une belle relation avec son corps arrière, Olivier. Toi, des fois, ce que tu te dis, est-ce que c'est comme un jeu d'échecs? Tu te dis, regarde, moi, si je signe Nathan, Olivier va venir. Si je signe Olivier, Nathan va venir. Est-ce que vous pensez de même aussi? Oui. Je pense qu'il faut vraiment recruter en fonction de nos besoins. Tu sais, comme équipe, on a le droit d'habiller 65 joueurs. Fait que si on commence à faire toujours des matchs comme ça, lui, son meilleur ami, c'est lui. Fait qu'il faut falloir que je le recrute. À un moment donné, tu te retrouves avec un vestiaire de 80, 85 joueurs, 90 joueurs, mais ultimement, tu peux pas plus habiller de gars, même si c'est son meilleur ami, tu sais. Puis dans tout ça, l'important, c'est de gagner des matchs, mais aussi de faire en sorte que les gars ont une belle expérience, tu sais. Je veux dire, tout récemment, il y a un parent qui me disait, tu sais, c'est quoi tu penses que les finissants diraient de ton programme, tu sais? C'est quoi, si on les passait en entrevue? Je pense que présentement, les gars disent qu'ils n'ont pas envie nécessairement de partir parce qu'ils ont vécu une super belle expérience, tu sais. À l'inverse, si tu recrutes trop de gars, puis que tu commences à dire n'importe quoi dans ton recrutement, puis que tu as commencé à recruter des gars juste pour amener un de ses amis, mais tu te rends pas service comme programme, puis tu rends pas service aux jeunes. Parce que le football, c'est éphémère, puis c'est pas dans une ligne de garage à 40 ans que tu vas pouvoir t'épanouir au football. C'est ça. On va en parler tantôt avec Nathan, parce que lui aussi, dans le processus présentement universitaire, Alex Saupe dit que là, ça commence à se calmer un peu. Il était beaucoup dans le recrutement la dernière semaine. C'est-tu la même chose de votre côté, JP? Nous, je te dirais que depuis le lundi 25, en fait, nous, on a un calendrier qui est vraiment très strict. Il y a eu des abus dans le passé de la part de certains recruteurs qui ont fait en sorte que on a comme créé on appelle ça un blackout, si tu veux, durant la saison. Même durant l'année, il y a des certains moments. Puis le seul moment où on peut commencer à parler à des familles ou à des joueurs individuellement, c'est à partir d'une telle date définie au mois de novembre. Cette année, c'était le lundi 25. Donc là, on est dedans, là. Ouais. Ça fait une semaine que c'est des textos, oui, mais c'est des FaceTime avec des familles. C'est des visites aussi, parce que malheureusement, il y a des fois un engouement qui est créé par certains cégeps de vouloir mettre de la pression puis de dire qu'il faut que tu prennes une décision rapidement parce que nous, on a peut-être un autre joueur qu'on recrute puis que lui, ça a le temps de venir. Bref, il y a un petit côté malsain là-dedans.
Il faut comprendre que la RSEQ aussi, la phrase est par les membres pour les membres. Donc, ça veut dire que ce calendrier-là a été voté à l'époque. Puis là, je disais à l'époque. C'est ça, je veux dire, à l'époque. Ouais. Puis, tu sais, même là, tout récemment, si je ne me trompe pas, en 2022, en sortant de la COVID, on a comme eu une idée de vouloir de refondre le calendrier puis de repenser à tout ça. Mais ça reste qu'il y a du monde que je vais dire, c'est des intervenants dans le milieu qui sont bien dans ce calendrier-là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'il y a un coach collégial qui est bien dans ces souliers-là, qu'ultimement, c'est bon pour un jeune de 16 ans de Et que vivre tout le monde est la bien. pression. Ça a été voté il y a combien de temps, ça? Parce que les temps ont changé. Je pense 2016-2017, autour de ces années-là, je commençais à coacher, moi. Fait que moi, j'ai connu l'inverse, un calendrier où les coachs, c'est le fun. Tu avais la chance, un peu comme les gars présentement collégial. Tu étais un coach universitaire, tu t'en vas voir le gars collégial, parle, jase, en quoi tu veux étudier. Hey, nous, on offre ce programme-là. Là, nous, on peut pas faire ça. Fait que ça commence juste, ultimement, le 25 novembre. Puis là, toutes les questions sont en même temps. Veux-tu partir de chez toi? En quoi veux-tu étudier? C'est ce qui est complètement ridicule. Ouais. Je suis là-dedans en ce moment. Ma fille est juste en secondaire 4, mais tu sais, au hockey féminin, quand t'es 3A, tu veux collégial D1. Après, c'est ta suite logique. Ta ligue nationale à toi, c'est d'aller jouer universitaire à quelque part. Mais là, tu peux pas parler. Tu sais pas, mais dans quel programme? Moi, le programme est hyper important, autant que le programme hockey. Là. Je veux dire, à quoi tu veux étudier? Si tu veux devenir policière, ben tu viendras pas à Saint-Jean, il faut aller à John Abbott ou il faut aller à la Maisonneuve. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu le saches d'avance. Revenons un peu là-dessus. Dans le sens que, Nathan, pour moi, en tout cas, je parle personnellement, le plus gros step, ça a été au cégep. Tu sais, quand tu es au primaire, souvent, tu t'en vas au secondaire, tu es dans la même ville, tu es encore avec les mêmes amis et tout ça. Quand tu t'en vas au cégep, après, c'est comme pas tout le monde qui va étudier dans la même branche que toi. Alors là, tu te ramasses ou ce que pas tout le monde qui suit. Ça a été quoi pour toi l'élément déclencheur de t'en venir ici à Saint-Jean? Parce que tu aurais pu être partout au Québec, là. Ouais, ben c'était un gros processus de recrutement, puis tu passes à travers plein d'équipes qui te veulent, puis après ça, c'est de décider, premièrement, avec ton programme collégial, dans quoi tu veux étudier, puis ensuite, tu sais, c'est au niveau football. Tu sais, moi, foot, c'est ma vie, là. C'est vraiment important pour moi. Fait que dès que, tu sais, moi, je voulais aller en sciences humaines, il y a ça dans toutes les séries. Exact, en plus. Fait Fait que déjà là, ça partait bien. c'est ça, c'était pas compliqué. Après ça, ensuite, c'était de rencontrer tous les coachs, puis, tu sais, de voir un peu, j'aime ça dire le vibe, comme l'ambiance de l'équipe, les joueurs, etc. Puis, tu sais, c'est ça qui m'a accroché à Saint-Jean. De base, je viens de Saint-Jean, fait que c'est un peu du monde comme moi. Mais aussi, c'est vraiment comme... JP m'a vendu la famille, mais c'était vraiment ça. Tu sais, tout mon parcours, puis comme... Même en ce moment, tu sais, JP me niaise pour faire une 4e année, puis... même si j'aimerais probablement ça, tu sais, faire une 4e année, parce que j'ai pas tant envie de partir. Tu sais, oui, je suis chez nous, mais comme... Au cégep de Saint-Jean, je suis chez moi, puis c'est vraiment ça qui fait que je suis venu à Saint-Jean, puis les coachs, puis tout le vibe, comme j'ai dit. Justement, je veux que tu donnes un coup de main à JP. S'il y a des joueurs, des futurs joueurs qui n'ont pas encore pris leur décision, qui se demandent, qui hésitent à Saint-Jean, ça me tente, mais ça me tente d'aller là aussi. Tu l'as vécu là, pendant 3 ans. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas certain de venir ici? Pour le convaincre. Ben moi qu'est-ce qui a fait que je voulais venir ici? Tout le long de mon parcours, je l'ai vécu, c'est que les coachs sont humains, tu sais. C'est des coachs qui vont prendre soin de toi, qui vont... Tu sais, peu importe l'heure de la journée, il m'arrive quelque chose, comme j'appelle JP, puis... C'est pas juste un coach de foot, là. Non, exactement. C'est comme un deuxième papa, tu sais. C'est comme un grand frère. Je préfère dire grand frère. Je préfère dire Pas si vieux, là. Cette vieille quand même. Mais tu sais, le fait d'avoir joué la game... Ouais. Moi, demain matin, mettons, j'ai des connaissances football, puis j'ai jamais joué universitaire, jamais joué collégial, mais j'étais un bon coach, puis j'ai suivi les IA. Il vient qu'à un moment donné, moi, je suis pas capable de répondre à ces questions-là. Fait que toi, tu as été capable, en tant que joueur, de prendre une décision du secondaire à choisir ton cégep, puis après ça, de choisir ton université. Puis toi, t'en es un qui s'est expatrié, on le sait. Fait que t'es sorti, t'aurais pu jouer à Montréal, t'aurais pu jouer à McGill, t'aurais pu jouer à plein de places. T'as décidé d'aller à Québec, qui était le plus gros programme à l'époque, mais quand même... T'es capable, toi, de savoir ce que les gars ressentent? Ben, tu sais, puis je pense que la différence d'âge est le fun à ce niveau-là parce que, tu sais, j'aime pas le mot crédibilité, là, parce que ça reste que je pense que pas mal tous les entraîneurs au niveau collégial oui, mais ils ont tous t'sais. une crédibilité, mais je veux dire, Exact. quand il vient le temps de répondre à ces questions-là, toi, tu l'as vécu. Oui, puis je pense aussi que, tu sais, les gars se rapprochent beaucoup plus de mon discours. Il semble que, tu sais, mes conseils sont peut-être plus à jour ou à niveau de ce que j'ai vécu. Fait que, c'est une super bonne question, honnêtement. Tu sais,
je pense que vient toute l'importance du côté humain de notre relation. Si les gars, ultimement, ils font confiance à leur entraîneur ou qu'ils sentent que les décisions qui ont été prises depuis 3 ans dans leur parcours, ça accroche à leur valeur, ultimement, quand vient le temps de prendre une décision, je ne l'ai pas achalé dans son processus universitaire, mais il sait que n'importe quoi qu'il peut me demander, je vais lui donner mon avis, puis que probablement qu'en fonction des 3 dernières années, il va savoir qu'en termes de nos valeurs, ça l'accroche. Fait que je pense que le côté relationnel puis le côté humain de notre job prend tout son sens dans des décisions comme ça. On va parler de votre saison en deuxième partie. Il reste un petit peu plus de 2 minutes. Je veux qu'on parle de ça. Nathan, tu es présentement là-dedans, le processus. Le JP en a parlé au niveau collégial. Alex, surprenant, en a parlé en première partie. Les universités sont là-dedans, d'aller chercher les joueurs, de les signer. T'en es où là-dedans? T'as-tu visité plein d'universités? Puis, écoute, la question est simple. T'es-tu fait courir après? Sincèrement, je te dirais que, tu sais, comme Alex disait au début, ils ont le droit de parler tout le long de ta carrière. Ouais. Moi, ma première année, j'avais même pas joué une game collégiale encore. Camp de printemps, puis je m'étais fait parler par plusieurs universités québécoises. Déjà? Déjà. Puis t'avais pas joué une game collégiale? Comme moi, je venais de sortir du recrutement collégial, tu sais. Fait que c'est un autre niveau. C'est 5 ans de ta vie. Fait que c'est un gros processus. Ouais. Puis en ce moment, je suis un peu perdu. J'ai visité pas mal toutes les universités au Québec, dans la RSEQ. Dans le fond, tu es en train de nous dire que, je veux pas dire que tu pourrais aller où tu veux, mais c'est quasiment ça. Ils te veulent. Au Québec. Oui, absolument. Ouais. Comment on gère? Écoute, t'as pas l'air de ça pantoute, fait que moi, t'es pas dans mon affirmation, mais on n'est pas aux États-Unis non plus, dans le sens que t'as pas de kid au high school qui rentre avec du Louis Vuitton, puis que les autres sont déjà signés NCAA, puis ils s'en vont avec des grosses têtes, puis papa, maman valent 75 millions, puis ça, c'est juste en impôts qu'ils ont payé l'année d'avant. Puis comment tu gères, par exemple, des kids qui, eux autres, sont courus, puis eux autres, là, quand même bien que tu leur dises ce que tu veux. Moi, je vais signer universitaire pareil, regarde, ils me courent tout après. On parle pas de Nathan ici. Mais est-ce que des fois, tu as des temps? Comment tu fais pour coacher ces gars-là qui, de toute façon, tu peux même dire ce que tu veux, toi. Moi, aller jouer universitaire pareil. Ouais. Tu sais quoi? Je suis quand même chanceux dans les dernières années. On n'a pas nécessairement eu des têtes fortes. Peut-être que ça vient avec notre recrutement aussi. Ouais. Là. Fait que, vous choisissez votre monde, exact. Ben, tu sais, je pense le temps qu'on prend en recrutement avec les familles, avec les gars. Puis, ultimement, les gars qui viennent ici, c'est des gars qui vont accrocher aussi à nos valeurs. C'est ça. Fait que, tu sais, de là à dire est-ce qu'on a eu des têtes fortes dans les dernières années, je pense pas qu'on a été confronté nécessairement à ça. Tu sais, c'est un sport d'équipe aussi en même temps. On parle de famille, comme valeur aller à Saint-Jean. Donc, non, honnêtement, tu sais quoi, je peux même pas y répondre. Je pense pas que j'ai eu à dealer avec des gars qui se voyaient plus gros que le programme à Saint-Jean. Mais tu sais, je vais te mettre à sa place. Là. Ouais. Il vient de nous le dire, il est mêlé présentement. Ouais. Là. Quel conseil tu lui donnerais? Oh! Celle-là, faut que tu répondes. Oui, celle-là, il faut que je réponde. Quel conseil que je donnerais à Nathan? Je pense que c'est si tu as vécu des belles années à Saint-Jean où que la valeur humaine était peut-être quelque chose qui t'a vraiment accroché, peut-être de trouver ça qui va te permettre d'évoluer dans un environnement où tu vas te sentir bien. Ouais. Parce que tes performances terrain, tes performances école, c'est tout dépendant de cet environnement-là. Puis si tu me dis que les relations humaines puis le côté humain que tu as retrouvé dans une organisation comme la nôtre, ben peut-être va-t'en dans un environnement où tu vas te sentir aussi bien, puis le reste va suivre parce que le talent c'est ça. C'est un bon étudiant, c'est un bon joueur de foot, puis je pense que s'il est dans un bon environnement, il va exceller. Je suis content que tu en parles parce qu'il y a 2 semaines, on a reçu Rosalie Langlois qui va à André Laurando, qui est la championne canadienne de golf au collégial et qui se fait courir après toutes les universités québécoises, canadiennes, universitaires américains également. Et elle, ce qu'elle a dit, c'est comment je vais me sentir quand je vais rentrer dans l'université. Alors que ce soit Arizona State ou une autre université, moi, c'est comment je vais me sentir. Je te regarde, j'ai l'impression que c'est important pour toi aussi. Hein? Oui, vraiment. C'est... Comme j'ai dit, le vibe. Je suis venu à Saint-Jean pour le vibe puis le côté humain. Puis en ce moment, chaque coach, rendu au niveau qu'ils sont, c'est tous des bons coachs. Ouais. Comme, qu'est-ce qui va faire la différence en ce moment, c'est peut-être plus le côté humain puis le vibe dans l'équipe. S'il y a trop de têtes fortes, puis ça clash, non plus, l'ambiance sera pas le fun. Tu veux pas de clic, là. Exactement. À Saint-Jean, il n'y a pas une personne qui est plus haute que l'autre. Peu importe ce que tu fais sur le terrain ou que tu sois le gars qui fait les signaux, il n'y a personne de plus grand que l'autre. Puis c'est ça qui fait la beauté. On va dépasser un petit peu ce segment-là. De toute façon, on va pouvoir se reprendre en deuxième moitié. C'est pas du football, mais je veux qu'on embarque là-dessus rapidement quand même.
Les invitations à Team Canada sont sorties au niveau hockey junior en ce moment. Et plusieurs personnes se demandaient comment ça fait qu'un tel n'a pas été invité, pas un tel, pas un tel, pas un tel, pas un tel. Là-dedans, il y avait beaucoup de joueurs repêchés en première ronde de 18 ans. Ouais. Et l'an passé, je pense que Team Canada, ça a été une des pires saisons parce que c'était rempli de vedettes et personne ne voulait jouer leur rôle. Toi, en recrutement, tu peux bien avoir 3 carrières comme Tom Brady, mais tu sais qu'à un moment donné, ils vont tous vouloir lancer la balle. C'est important, le côté hiérarchique, est d'avoir des joueurs qui sont prêts à se sacrifier pour l'équipe d'un, mais à respecter leur rôle également. C'est exactement ça, parce que souvent, quand tu gradues en secondaire 5, les gars qu'on va recruter en Division 1, ben, c'est souvent les meilleurs joueurs de l'équipe ou c'est quelqu'un d'ultra important pour le programme ou pour l'école. Puis après ça, on leur dit, ben probablement qu'il y a une belle opportunité pour toi de venir jouer au collégial en Division 1, mais il va falloir que tu aies un rôle ou une chaise. Puis après ça, ben, c'est de vendre ce rôle-là ou cette chaise-là en fonction de nos besoins, pas en fonction des besoins du jeune. Mais, tu sais, c'est pas fait à tout le monde de comprendre ce rôle-là. Puis, tu sais, l'exemple que j'aime beaucoup donner, puis des fois, c'est pas une confrontation, mais la réalité, c'est que c'est des discussions qui mènent. Hey, là, présentement, tu es en secondaire 5. Imagine, je te fais jouer contre des gars de secondaire 3. À quel point tu es dominant par rapport à eux. Mais là, fais l'inverse. Tu t'en vas jouer l'année prochaine contre des gars qui vont avoir 3, peut-être même 4 ans de plus vieux que toi. Est-ce que c'est normal qu'il y ait peut-être une différence ou un écart de talent? Surtout à cet âge-là, où le niveau physique, il y a une énorme différence entre un gars de 17 et un gars de 21 ans. T'sais. Fait que, effectivement, le défi, oui, de trouver des personnes qui vont adhérer à un rôle, c'est aussi même de trouver des leaders qui sont vocales, des leaders, par exemple. Parce que si tu fais juste trouver des leaders vocales, après ça, ben justement, tu te retrouves avec trop de tête forte dans ton vestiaire. Fait que, non. Trouver l'équilibre. Oui, c'est trouver un équilibre, puis des gars, des gars qui vont adhérer à des rôles qu'on leur propose. Ouais. On va s'arrêter le temps de notre courte pause. On va parler de votre saison, mais on termine sur le recrutement là-dessus. Je suis sûr de trouver une école qui va te permettre de t'épanouir comme joueur de foot dans tes études également, c'est hyper important. Puis qu'on puisse entendre parler de Nathan à TVA Sport au niveau universitaire. Ah, ça, je suis pas inquiet. Et RDS après au niveau professionnel. Qui sait. On s'arrête le temps de notre courte pause et on poursuit après avec Nathan et JP. On va parler de la saison 2024 au retour. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et là, moi, je suis sûr que je vais faire du chemin là-dessus parce que c'était marqué 3,50 au tableau. Fait qu'Alex, il dit, il reste juste 3,50 de parler. Ouais, excuse-moi, JP dit, il reste juste 3,50 de parler de notre saison. Il avait l'air comme content. Oui, il était content. Non, il reste 10 minutes, c'est juste qu'on a dépassé de 3,50 le dernier segment. Ouais. Ça n'a pas été une saison comme tu voulais. Ouais. On a du temps en masse pour en parler, non, sincèrement. C'était quoi Comment tu voyais ta saison 2024 puis comment elle s'est terminée, on va s'entendre. C'est pas de même que tu le veux aller. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Admettons, as-tu été capable de mettre le doigt dessus? Je pense qu'il y a un mix. On travaille en préparation mentale avec nos gars. Puis nous aussi, on fait du chemin avec Émilie, notre préparatrice mentale dans l'équipe. Puis je pense qu'il y a eu un mélange au niveau des attentes et des objectifs. On s'avère que c'est deux choses. Je pense qu'on s'est donné des très grosses attentes, alors qu'au contraire, les attentes, c'est le chemin vers ton objectif. Tu dis que t'as-tu découvert quelque chose toi aussi cette année? Ben, en fait, je pense qu'avec la saison 2023, où c'était la meilleure de l'édition des Jean de Saint-Jean, je pense qu'on avait eu des joueurs qui avaient du succès autant personnel qu'autant comme équipe. On avait eu beaucoup de succès. Puis il y avait un très gros noyau qui revenait. On avait juste 11 finissants en 2023. Puis on voyait 2024 probablement comme une marche où on était capable de monter un palier supplémentaire. Puis, ben il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Puis, si on regarde au niveau, exemple, des 49ers présentement dans la NFL, comment c'est pas du tout la même équipe à cause des blessures, ben on était exactement confrontés à ça, nous, comme équipe. Si je regarde un peu le line-up de l'équipe au fur et à mesure de l'année, il y a des matchs qu'on avait 14-15 joueurs de notre alignement partant qui n'étaient même pas habillés, dont Nathan qui a une saison avec plusieurs blessures. Ça fait en sorte que oui, c'est certain qu'il y a des bons joueurs qui se blessent, mais à cet âge-là, ça reste aussi que c'est des bons leaders des fois. Ouais. Des gars de troisième année où il y a des jeunes de 17 ans qui look up to, puis que dans le recrutement, on en parlait tantôt, quand on leur parle d'un rôle qui va être peut-être un peu plus en termes de support ou que le but, ça va être d'encadrer un jeune, de ne pas trop y en donner parce que c'est important qu'un jeune de 17 ans soit capable d'exceller dans ce qui est bon. Là, soudainement, quand tu as 7, 8, 10, 12 partants qui se blessent durant l'année, ben le scénario de l'équipe change. Donc, on a été confrontés à vivre nos attentes qui étaient très, très élevées, alors que soudainement, on avait une équipe qui était soudainement très jeune sur le terrain.
Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut être extrêmement fier, c'est la façon qu'on s'est battu. Tu sais, quand on parle qu'à la semaine 3, on avait 5-6 partants offensifs qui étaient déjà perdus presque pour la saison. Puis ça, c'est la game qu'on s'est rendu en double overtime contre Lennoxville, qui sont les champions du Bol d'Or. Fait que je me dis, on a démontré beaucoup de caractère, beaucoup de résilience, je pense, au travers de ça. Puis la victoire à la fin de l'année contre Garneau nous permettait de rentrer en play-off. Puis à ce moment-là, je pense que pour tout le monde, c'était comme un... OK, on peut prendre le temps de respirer. À ce moment-là, Nathan était peut-être pour être en mesure de revenir. On avait quelques gars, dont Charles Viessier aussi, qui pouvaient peut-être revenir au niveau du terrain, qui a été clear 24 heures avant le match, tu sais. Fait que, non, malheureusement, tu es confronté avec beaucoup de blessures puis des gars qui ont dû répondre à un rôle ou jouer dans une chaise qui n'est peut-être pas nécessairement le plan. Fait que ça a été une saison un peu en dessous des attentes. Mais je pense qu'il y a des belles choses qu'on peut en tirer quand même. Ouais. Parle-nous, toi, la vision du côté des joueurs. Oui, tu as été blessé. Ça n'a pas été une saison facile au niveau des blessures. Es-tu d'accord avec le coach? Comment vous l'avez vu, vous autres, là, si on voulait entendre le point de vue du joueur des Géants? Je suis vraiment, vraiment en accord avec ce qu'il dit. Bon, on va vous laisser. Non, mais en même temps, c'était quand même ton année universitaire. Tu as eu des blessures. Au niveau psychologique, tu as travaillé sur toi-même aussi. Oui, mais il y a plein d'étapes à avoir une grosse blessure pendant une saison de foot. Une saison de foot, c'est 8 matchs. Il y a comme plusieurs étapes que tu passes au travers. Puis comme ma deuxième blessure, qui était la grosse qui m'a sorti de la saison, c'est elle qui a été difficile parce que il y avait comme un peu d'incertitude de « Ah, il va pouvoir revenir. Ah, non. » Puis c'était vraiment compliqué. Finalement, je suis pas revenu. Fait que oui, c'était vraiment difficile parce que t'accompagnes l'équipe. Moi, j'étais là à toutes les pratiques. C'était ça ma question. C'est quoi ton rôle dans ce temps-là? Puis ça me fait penser un peu, tu sais, là, on a Patrick Laine qui va revenir dans l'alignement des Canadiens. T'es un gars 1, mais veux pas, t'es le joueur vedette des Géants. Tu le sais que ça repose des fois sur tes épaules pour avoir un gros jeu. Est-ce que tu sentais une pression, malgré la blessure, de « Écoute, je vais essayer de jouer mon rôle de vétéran pour que le jeune de 17 ans qui vient d'arriver, tu as réussi à convaincre parce qu'il savait que Carignan était dans le line-up, puis ça a tenté de jouer avec. Il n'est pas là, Nathan. T'avais-tu un rôle à jouer en dehors du... Bien, clairement, tu sais, on travaille avec Émilie, justement, puis on a plein de petites affaires comme leadership, des séances de leadership qu'on appelle, puis on a des rencontres avec certains gars pendant la saison, puis on travaille avec JP puis Dim vraiment sur notre leadership. Puis c'est à ce moment-là que toutes ces séances-là, ils ont porté fruit parce que toute la saison, la seule chose que je pouvais faire, c'est encourager les gars puis leur dire les vraies affaires en pleine face. Fait que oui, qu'est-ce qui était difficile, c'est que je pouvais pas jouer pour faire la chose que j'aime, mais comme là-dedans, faut que tu t'enlèves toi-même du line-up. Exactement. Puis tu prennes un autre rôle qui moi, je suis pas habitué de parler beaucoup. Je suis pas ce gars-là. Mais cette année, j'ai jamais autant parlé devant du monde. J'aime pas ça de parler devant du monde. Dans le fond, tu as découvert une nouvelle facette de toi. Tu t'es amélioré comme joueur en étant blessé parce que l'an prochain, au niveau universitaire, tu vas jouer puis tu vas peut-être amener ce leadership-là que tu n'aurais peut-être pas eu si tu avais joué. C'est quand même pas si mal. Qu'est-ce que tu as à dire justement aux parents? Parce que dans un processus de... Puis là, toi, tu recrutes actuellement des gens du secondaire. Lui, il s'en va au cégep et tout ça. Puis des fois, c'est comme, t'entends les parents parler, puis c'est, tu sais, combien mon gars va jouer quand, dans le fond, il est répertorié partout, comme peut-être même, tu sais, que vous le voyez là, mais pas à la même place que les parents le voient. On parlait du psychologique tantôt. C'est fou en quel point, en 2024, c'est hyper important. Les parents, souvent, n'ont même pas joué à un haut niveau non plus. Tu sais, c'est tough. C'est tough. Je pense qu'on va parler beaucoup d'encadrement, puis le Cégep a mis en place un super beau projet il y a 2 ans qui nous donne un intervenant social à temps plein dans l'équipe, qui fait en sorte qu'au niveau de anxiété de performance, que ce soit pour des problèmes complètement en dehors du football, on a comme une grande sœur dans l'équipe qui est à temps plein dans l'équipe, qui est là à nos meetings, qui est là à nos matchs, qui est là à nos pratiques. Puis elle, sa job est au Cégep. Fait que si jamais les gars ont besoin de ressources, quoi que ce soit, c'est les gars que, oui, certains, c'est probablement, comme Nathan disait tantôt, le premier réflexe, ça va être de m'écrire. Mais après ça, moi, j'ai des ressources peut-être à leur donner, ou même moi aussi, c'est une ressource pour moi si jamais j'ai besoin de faire une intervention avec les gars. Plus Émilie qui travaille en psychologie sportive, fait qu'on a comme deux personnes qui vont travailler en termes de
structure pour faire en sorte que le 6 pouces entre les deux oreilles, comme j'aime dire, faire en sorte que le reste va bien, tu sais. Fait que... Mais c'est important. ouais. Il n'y avait pas ça dans ton temps, Non, JP. Tu sais, c'est ouais. nouveau. On parle de plus en plus de santé mentale dans les sports, dans la vie en général. Ouais. Je tiens à le souligner, le Cégep de Saint-Jean, je ne sais pas si on était avant-gardiste, mais Vraiment. c'est apprécié. Là. Vraiment, puis c'est même un projet qu'on a présenté à l'Alliance Sport-Études. On a été avant-gardiste à ce niveau-là, puis je remercie, entre autres, Louis Gros, qui est maintenant retraité, qui était directeur au service éducatif, qui a mis un peu ça en place avec le service psychosocial du cégep. Donc, c'est une énorme ressource qui, des fois, est très sous-estimée, parce que quand on n'est pas dans le problème, ben, tu sais, la vie est belle, mais, tu sais, tout va bien jusqu'à temps que tu aies un problème, puis là, tu en as besoin pour vrai. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est une super belle ressource qu'on a au cégep, puis on est vraiment content. Puis c'est exactement la dernière chose qu'on parlait justement avec Aurélie la dernière fois que j'étais venu. Ouais. Puis on parlait de la place de la préparation mentale dans le sport aujourd'hui, comment que ça allait évoluer en 10 ans. Tu sais, c'est pas si longtemps. Là, tu sais. Fait que, ouais. Est-ce que tu es capable, puis il reste 1 minute 40, je veux pas qu'on dépasse. Je salue Fanny Vigent, que tu connais, qui est ma directrice technique au rempart du Richelieu. Oui. Exactement, oui, à DTF. Et elle n'a pas d'enfant. Puis je dis pas que c'est arrivé, mais t'en as pas toi non plus. Puis tu sais, moi, je suis quand même un père d'une fille de 16 puis d'une fille de 13. Des fois, il peut arriver des situations où un coach pas d'enfant va dire « Alex, bon, d'être seul là. » Fait que tu sais, toi, mettons, t'as pas d'enfant. Ça t'arrive-tu des fois des situations externes au foot que le kid te parle, tu es comme « Ouais, peut-être que je vais demander à quelqu'un d'autre qui, lui, a des enfants, comment gérer cette situation-là. » Parce que tu l'as dit tantôt, c'est une grande famille, puis t'as beau avoir de l'expérience, mais il y en a d'autres, tu sais, que t'as pas, là. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que c'est important d'avoir des bons mentors quand tu es entraîneur. Tu sais, d'avoir un coaching staff aussi solide. Tu sais, je veux dire, dans notre coaching staff, on a des gars qui sont là depuis 10-15 ans, qui connaissent la réalité du cégep, entre autres. Je salue Benoît Fortin. Puis il y a aussi des gars avec qui on a des bonnes relations. Je pense à Alexandre Vendette, Alex Surprenant, Philippe Mallette, que je salue aussi. On parle d'anciens qui s'impliquent. On parle encore. d'anciens, on parle de moi, mes anciens entraîneurs, des gars que je suis un peu le coach que je suis aujourd'hui à cause de ces personnes-là. Puis j'aurais pas peur de leur demander des conseils si jamais je sentais que je n'étais pas outillé pour aider les petits gars. Ouais. Nathan, il reste 30 secondes. Là, on voit des signatures partout. Il y en a. Ça sort. Les joueurs se commettent, les commitments. Tu peux pas être mêlé de même pendant Non. encore 6 mois, là, tu Quand vois. est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tu prennes ta décision? T'es-tu donné une date là, que là, faut que tu prennes ta décision? Je m'étais dit avant Noël, OK. puis je vais Il reste, essayer, ouais. je vais essayer de le respecter le plus possible, puis ouais. Avant Puis après, Noël. se regarder vers l'avant. Avant Puis, Noël. Ouais. Histoire d'avoir le cerveau tranquille. Question la d'avoir tête tranquille. moins de stress pendant la période des fêtes aussi. Exactement, en hein? profiter. Ouais. En tout cas, tiens-toi loin de ma fille, mais si ma fille un jour arrive à la maison avec un gars comme Nathan, je serais pas déçu. Tiens-toi loin de ma fille. Hey, la meilleure des chances, honnêtement, tu souhaite une belle carrière universitaire puis Ouais. une belle continuité pour ton On va- cégep on va qui te reste recevoir quand à même, nouveau. Exactement. JP, merci d'être là pour l'équipe. JP. Boys. Continue. Les géants, c'est une fierté dans la région. Ouais, Puis, on se revoit en début de prochaine saison de Sport Express. Probablement. La tradition va se poursuivre. Like that. on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, le mot de la fin. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, il y avait du bingo? Il y avait du bingo, mon cher ami. Alors, félicitations à Rachel Godin, Louis Plourde, Marlène Lévesque, Gilberte Lamarre et Marie-Lou Baudouin. Ce n'est pas dans la famille, mon cher. On m'a demandé si c'était arrangé avec le gars des vues. Non, Baudouin, Baudouin, non? Ce n'est pas dans la famille. Félicitations, on n'a pas les montants ici, mais merci d'avoir joué quand même. Oui. Merci, François. C'est Alex. Spécial soccer hein, la semaine prochaine? Oui, bon voyage. Merci. À Fort Lauderdale. Oui. Merci, François. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye bye.